Dans le silence glacial du front de l'Est, un nouveau type de prédateur traquait sa proie. Une menace difficile à repérer et mortelle à distance. Quand l'armée rouge a pris la décision d'envoyer des femmes au combat, ce n'était pas un acte de désespoir. C'était le fruit d'un calcul froid. Forger une arme silencieuse et précise. Ces tireuses d'élite n'étaient ni des auxiliaires, ni de simples symboles pour la propagande. Elles formaient un rouage essentiel de la machine de guerre qui allait déferler sur l'Europe. Leur entraînement était d'une rigueur implacable. Leurs cibles, des officiers ennemis, des nids de mitrailleuses, des postes de commandement. Chaque tir réussi était une victoire tactique, mais provoquait en retour une riposte de plus en plus violente de l'adversaire. La chasse devenait mutuelle. Beaucoup d'entre elles ne verront jamais la victoire. Tombées au combat ou capturées, elles ont payé le prix de leur efficacité. Comment cette élite a-t-elle pu naître au milieu du chaos ? Qu'est-ce qui les distinguait des autres soldats? Et quel fut le destin brutal de ces armes silencieuses de Staline? Dans le froid glacial de mars 1942, alors que l'armée rouge se vide de son sang face à la machine de guerre allemande, une décision sans précédent est sur le point de changer le visage du front de l'Est. Le Commissariat du peuple à la défense publie un ordre autorisant formellement le recrutement des femmes pour des missions de combat directes. Ce n'était pas une mesure désespérée, mais une stratégie calculée, reconnaissant les atouts que des combattantes pouvaient apporter dans des rôles d'une précision extrême. Le décret, signé par le maréchal Klimt Voroshilov, fixe des critères stricts. Les candidates doivent avoir entre 20 et 45 ans, une condition physique irréprochable et une éducation de base. Elles devront survivre à une sélection impitoyable de 4 jours. L'objectif tactique est clair, créer des soldats capables de paralyser le commandement ennemi par l'élimination chirurgicale de cibles stratégiques. Mais cette idée ne venait pas de nulle part. Dès les années 30, sous la supervision de Voroshilov lui-même, le haut commandement soviétique avait théorisé l'emploi des tireurs d'élite comme une arme de guerre psychologique. Éliminer les officiers, les observateurs d'artillerie et les spécialistes techniques pouvaient figer des unités entières. Un effet démesuré pour un si petit nombre de pertes. Pour cette guerre de l'ombre, on avait remarqué des prédispositions inattendues. L'état-major soviétique avait observé que les femmes présentaient des avantages naturels pour ce type de combat. Une plus grande stabilité émotionnelle sous une pression continue. Une capacité de concentration supérieure durant de longues heures d'attente. Une résistance physique à l'immobilité et un talent remarquable pour le camouflage. Ces qualités n'étaient pas théoriques. Des commandants au front rapportaient déjà des taux de réussite supérieurs dans les unités de tireuses d'élite féminines. Pour transformer ces aptitudes en une arme redoutable, l'école centrale de tireuses d'élite pour femmes voit le jour en mai 1942 à Vechniaki, une banlieue à l'est de Moscou. Ce centre de formation devient rapidement l'épicentre de l'entraînement tactique le plus avancé au monde pour les femmes soldats. Le programme, d'une durée de 3 à 6 mois, s'adapte aux performances de chaque recrue. Il est conçu pour ne laisser aucune place à la faiblesse. Le programme est exhaustif, implacable. Les futures tireuses étudient la balistique, le calcul des distances et la compensation du vent. Elles apprennent les techniques de camouflage en milieu urbain et rural, les méthodes d'infiltration et d'exfiltration. Chaque journée commence avant l'aube par une marche forcée de 20 km, suivie de tirs contrôlés à 400 et 800 mètres, de leçons de topographie et de survie en autonomie. L'échec n'était pas une option. La directrice de l'école, Nora Yegorova, est une vétérane qui a combattu en Espagne dans les brigades internationales. Elle impose un régime de discipline de fer où seule l'excellence technique compte. Celles qui n'atteignent pas les standards sont immédiatement réaffectées comme opératrices radio ou infirmières de campagne. Sur le terrain d'entraînement de Kossino, des scénarios de combats réels sont recréés, tranchées, ruines artificielles et forêts aménagées pour la guérilla. Là, les recrues devaient survivre jusqu'à 1 semaine, seules, avec leurs fusils pour unique compagnon. Dans l'ombre des lignes de front, une nouvelle forme de soldat se préparait. L'entraînement était impitoyable, simulant la tension du combat réel à travers des tirs de longue portée et des opérations clandestines. Chaque détail comptait, car la moindre erreur se paierait sur le terrain. Une fois leur formation achevée, les tireuses d'élite recevaient leur arme, le fusil Mosin Nagant, modèle 1891-30, équipé d'une lunette de visée PU au grossissement de 3,5
Il était l'instrument de précision le plus fiable de l'arsenal soviétique, avec une portée efficace de 800 mètres. La lunette était montée directement sur le boîtier de culasse, une garantie de stabilité et de précision constante. Mais le fusil n'était qu'une partie de leur équipement. Chaque femme recevait aussi un pistolet Tokarev TT-33 comme arme de secours. Leur tenue, une simple tenue de camouflage ou des vêtements civils, était adaptée au secteur d'opération. Dans leur pactage, le strict nécessaire pour survivre, une toile imperméable, des rations sèches, un couteau, une boussole et un carnet de campagne où chaque tir serait consigné. Car chaque vie prise devait être justifiée. Ce carnet de service était la preuve de leur efficacité. Chaque élimination confirmée devait être signée par un supérieur direct, puis vérifiée par des observateurs indépendants avant que le rapport ne remonte à l'état-major. Ce système rigoureux visait à garantir la précision des statistiques, loin de toute inflation de propagande. La guerre se mesurait en chiffres, et ces chiffres devaient être irréfutables. Une fois diplômées, ces femmes étaient déployées selon des critères tactiques précis. Elles opéraient généralement par petites équipes de 2 ou 3, se fondant dans le décor des zones boisées, des villages en ruine ou des lignes de retraite. Leur mission était de frapper depuis les angles morts de l'ennemi, transformant chaque position élevée en un poste de tir potentiel. Leur véritable impact n'était pas seulement le nombre de victimes, mais la peur qu'elles instauraient dans les rangs adverses. Leur présence a été systématiquement documentée sur plusieurs fronts clés. Sur le front de Kalinin, elles se sont illustrées en éliminant les observateurs allemands. Sur les fronts de Biélorussie et de la Baltique, elles ont mené des opérations contre les lignes de ravitaillement. En Ukraine, elles ont servi d'appui spécialisé pour l'infanterie légère. Partout où elles passaient, l'ennemi apprenait à craindre les ombres. Parmi les unités les plus redoutables figurait le 100e bataillon de tireuses d'élite, une formation autonome créée en juin 1943. Selon les rapports internes de l'Armée rouge, cette unité a accumulé plus de 12 000 morts confirmés, devenant un symbole de la puissance cachée des troupes soviétiques. Le bataillon opérait avec une liberté tactique presque totale, choisissant lui-même ses cibles et ses méthodes d'approche. L'intégration des femmes snipers dans l'armée rouge n'était ni une concession à la propagande, ni une expérience sociale. C'était une décision tactique, froide et calculée, basée sur des résultats concrets. Elles sont devenues l'arme silencieuse de Staline, une force létale opérant dans les coulisses du conflit le plus brutal de l'histoire humaine. Dans l'ombre du conflit le plus brutal de l'histoire humaine, une arme silencieuse opérait. Son nom était Rosa Chanina, la terreur invisible de la Prusse orientale. Dans les archives militaires de l'armée rouge, peu de noms apparaissent avec une telle régularité. La trace de Rosa Georgievna Chanina n'est pas perdue dans les brumes du combat, mais méticuleusement consignée dans les rapports officiels, les journaux du front et les carnets personnels qui ont survécu à la guerre. L'histoire de cette tireuse d'élite raconte comment une jeune institutrice s'est transformée en l'une des chasseresses les plus redoutables du front de l'Est. Née le 3 avril 1924 dans le village de Yedma, au cœur de la Russie rurale, Chanina grandit dans une famille de bûcherons. Après sa formation pédagogique, elle enseigne aux enfants à Arkhangelsk lorsque la guerre éclate, un ouragan qui allait changer son destin. En décembre 1941, la nouvelle de la mort de son frère Mikhaïl, tombé durant le siège de Leningrad, la pousse à prendre une décision qui définira le reste de sa courte vie. Elle se présente volontairement au bureau de recrutement local, mais sa candidature est rejetée à plusieurs reprises en raison de son jeune âge. Le règlement militaire interdisait alors d'envoyer au combat des femmes de moins de 20 ans. Pourtant, Chanina n'abandonne pas. En 1942, elle s'inscrit au programme Vsevolok, une formation militaire de base obligatoire pour les civils soviétiques. Sa persévérance finit par payer en 1943, lorsqu'elle est acceptée à l'école centrale pour femmes tireurs d'élite de Moscou. La formation qui suivit fut brutale et transformatrice. Pendant 4 mois, Chanina apprit à devenir un instrument de guerre de précision. Elle maîtrisa la balistique du fusil standard, développa des techniques de camouflage qui la rendaient invisible sur n'importe quel terrain, et perfectionna des tactiques d'infiltration pour approcher ses cibles sans être détectée. Elle sortit diplômée avec les honneurs en avril 1944, se distinguant particulièrement dans les exercices de tir à longue distance.
Ses instructeurs lui proposèrent de rester comme formatrice, mais Shanina exigea un transfert immédiat sur un front actif. Son dossier militaire confirme son arrivée au front le 2 avril 1944, affectée à la 184e division de fusiliers du 3e front biélorusse avec le grade de sergent. Son premier déploiement opérationnel eut lieu durant l'offensive de Vitebsk-Orsha en juin 1944. C'est dans ce secteur, où l'armée rouge avançait face à des défenses allemandes en retraite, que Shanina enregistra ses premières cibles confirmées. Sa première victime tomba le 5 avril aux abords de Vitebsk. C'était le début d'une carrière militaire qui ne durerait que 9 mois, mais qui ferait d'elle une légende. Au cours des 3 mois suivants, elle participa à plus de 12 opérations documentées par l'état-major de sa division. Les rapports officiels, signés par son commandant, le major Dekhtiarev, confirment qu'en juillet, son tableau de chasse atteignait 13 victimes. Son efficacité au combat lui valut l'ordre de la gloire de 3e classe le 18 avril 1944, une décoration rarement décernée à des soldats aussi jeunes. La bataille pour Vilnius, en juillet 1944, marqua un tournant. Durant les combats urbains dans la capitale lituanienne, 12 nouvelles éliminations lui furent attribuées, portant son total à 25. C'est à ce moment qu'elle commença à apparaître dans les bulletins du journal militaire Krasnaya Zvezda, devenant un symbole de l'efficacité des tireuses d'élite soviétiques en milieu urbain. Mais ce qui distinguait vraiment Shanina, c'était le développement d'une technique qu'elle nommait le doublet. Cette innovation tactique consistait à tirer 2 fois dans le même cycle respiratoire, profitant de la micro-oscillation naturelle du corps pour placer 2 projectiles sur une ou plusieurs cibles en succession rapide. La technique était extraordinairement difficile à exécuter avec l'armement standard, qui exigeait un rechargement manuel après chaque tir. En pratique, Shanina utilisait le doublet pour éliminer 2 soldats alignés ou pour atteindre une seconde cible avant qu'elle ne puisse se mettre à couvert. Ces registres de terrain documentent une douzaine d'applications réussies. Près de Kaunas, elle neutralisa un commandant allemand et son observateur en moins de 5 secondes. Un exploit vérifié par un observateur d'artillerie soviétique présent lors de la mission. Avec l'avancée soviétique vers le cœur du Reich, Shanina fut déployée en Prusse orientale en septembre 1944. Cette zone représentait le théâtre d'opération le plus dangereux pour un tireur d'élite. Les troupes allemandes défendaient leur propre territoire avec une détermination fanatique et le terrain était hostile, fait de forêts denses, de ruines bombardées et de positions fortifiées depuis des années. C'est là que Rosa Shanina atteindrait le sommet de son activité meurtrière. Et c'est là qu'elle trouverait la mort. Les opérations dans cette région exigeaient une précision et un sang-froid extrême. Les Allemands avaient appris à craindre les tireurs d'élite soviétiques et avaient développé des contre-mesures, des équipes de chasseurs spécialisés, l'usage de l'artillerie contre les positions suspectes et leurs propres tireurs formés pour les éliminer. Fin novembre 1944, selon les registres du 184e régiment, Shanina cumulait 42 victimes confirmées. En décembre, son score passa à 51 et en janvier, elle atteignit les 59 éliminations qui resteraient sa marque finale. Chacune de ces cibles était enregistrée par l'observateur de son escouade et validée dans les rapports de combat quotidiens. Durant son service, Shanina tint un journal de campagne, partiellement conservé dans les archives de l'Université d'État d'Arkhangelsk. Le document est un mélange fascinant de notes logistiques, d'annotations sur des positions tactiques, de conditions météorologiques et de réflexions sur ses décisions. On y trouve aussi des notes techniques sur la balistique, des méthodes pour ajuster sa lunette selon la visibilité et des formules pour calculer les distances. Shanina insistait pour ne consigner que les cibles qu'elle avait vues tomber et qui étaient vérifiées par des officiers. Dans une entrée, elle écrit qu'elle ne compterait jamais une mort non confirmée, car les chiffres n'étaient pas des médailles, mais des vies humaines. La fin arriva le 27 janvier 1945, aux abords d'Ilmsdorf, lors d'une avancée en terrain marécageux. Son unité fut prise sous un tir de mortiers allemands alors qu'elle traversait une zone à découvert. Le commandant d'artillerie de son escouade tomba, blessé par un éclat d'obus. Shanina, qui n'avait aucune obligation de le couvrir, rampa jusqu'à sa position sous un feu continu. Selon le rapport du capitaine Vassili Merkulov,
elle protégea l'officier blessé de son propre corps pendant que d'autres soldats tentèrent d'organiser une évacuation. C'est à ce moment qu'elle fut touchée par des éclats de mortier au torse et dans le dos. Les blessures provoquèrent une hémorragie interne massive. Elle mourut quelques heures plus tard, sans avoir pu recevoir de soins médicaux. Elle fut enterrée par ses camarades près du lieu du combat, dans une tombe improvisée, marquée seulement par sa baïonnette plantée dans le sol. Sa mort fut officiellement enregistrée le 28 janvier 1945, 3 mois exactement avant la fin de la guerre en Europe. Dans le silence glacial du front de l'Est, une silhouette se dessine, presque invisible dans la neige. C'est celle d'une jeune fille, à peine sortie de l'enfance, dont le nom deviendra une légende sombre pour la Wehrmacht. L'histoire d'Alia Moldagulova est celle d'une transformation brutale, forgée par la guerre. Née en 1925 dans les steppes du Kazakhstan, son enfance est brisée. Sa mère disparaît, puis son père est emporté par les purges staliniennes. Devenue une orpheline de l'État, elle est envoyée à Leningrad sous la garde de son oncle, un militaire. Elle grandit dans la routine impersonnelle et ordonnée de l'internat numéro 46, un monde clos qui allait bientôt voler en éclats. Lorsque la guerre éclate, le destin d'Alia bascule. Le siège de Leningrad commence en 1941 et la ville devient un piège mortel. Avec des milliers d'autres orphelins, elle est évacuée vers la région de Iaroslavl, loin de l'étau allemand qui étrangle l'ancienne capitale impériale. Cette évacuation lui sauve la vie, mais la coupe à jamais de son passé. Elle n'a alors que 16 ans. En 1942, bien qu'en dessous de l'âge requis, elle se présente volontairement à un bureau de recrutement. Ce ne sont ni ses mots ni son histoire qui convainquent les officiers. Ce sont ses excellents résultats scolaires, sa condition physique impeccable et surtout une précision au tir qui se révèle immédiatement, presque innée. Elle est admise comme cadette dans une académie spécialisée. 5 mois d'entraînement intensif vont la transformer. Sur le champ de tir de Cosino, ses performances stupéfient ses instructeurs. À 600 mètres, ses tirs présentent une dispersion inférieure à 1,5%, un résultat exceptionnel, même pour un tireur d'élite aguerri. Cette précision lui vaut un privilège rare, un fusil personnalisé, avec une lunette de visée calibrée spécifiquement pour elle. À la fin de sa formation, elle est affectée à la 54e brigade de fusiliers sur le front nord-ouest. Elle rejoint un secteur où la guerre n'est qu'une succession d'attaques et de contre-attaques, dans des forêts marécageuses et des villages fortifiés. Sa première mission a lieu en septembre 1943, près de Velikiye Luki. En 1 mois à peine, elle abat 11 soldats ennemis. Chaque tir est méticuleusement vérifié et consigné dans les rapports quotidiens de son bataillon. Sa réputation se propage rapidement. En octobre, elle participe à l'offensive pour libérer plusieurs villages stratégiques, un terrain forestier et boueux idéal pour les opérations de tireurs d'élite. Avec son unité, elle se déplace en silence, éliminant les postes de surveillance ennemis et offrant une couverture mortelle à l'infanterie. Son efficacité est telle qu'on lui assigne un observateur personnel et l'autorisation d'opérer de manière autonome, une confiance rarement accordée à une soldate aussi jeune. L'hiver 1943 est d'une brutalité inouïe. Les températures chutent jusqu'à 40 degrés sous zéro. Dans les forêts gelées près du lac Neuville, Alia traque les observateurs d'artillerie allemands et affronte d'autres snipers dans des duels de précision qui durent parfois des journées entières. En décembre 1943, son tableau de chasse officiel atteint 56 ennemis éliminés. Chaque victime est confirmée par la signature de son commandant de section. Il n'y a ni estimation, ni approximation, seulement des faits. L'opération qui scellera son destin débute le 11 janvier 1944. Son bataillon lance une offensive pour percer la ligne de défense allemande près du village de Kazachika. L'objectif est de prendre les positions ennemies pour ouvrir la voie à l'avancée soviétique. Mais l'assaut est cloué au sol par le feu nourri d'une mitrailleuse MG-34, dissimulée dans une tranchée fortifiée. La position est invisible, mais ses tirs fauchent les soldats les uns après les autres. Alia reçoit l'ordre de neutraliser la menace. Elle rampe sur plus de 200 mètres, sous un feu continu, à travers un terrain totalement exposé, où le moindre mouvement est synonyme de mort. Son approche dure plus de 3 heures, centimètre par centimètre. Une fois en position, elle élimine méthodiquement 3 soldats allemands, puis le mitrailleur principal.
Ses tirs sont d'une précision chirurgicale, mais une grenade allemande explose près d'elle, la blessant à l'épaule et à la cuisse. Malgré la douleur et le sang qui coule, elle continue d'avancer vers la tranchée. Elle abandonne son fusil pour une mitraillette MP40 prise sur un soldat abattu, s'adaptant instantanément à l'armement ennemi. Dans le combat au corps à corps qui s'ensuit, elle élimine 3 autres soldats et aide à nettoyer la position. Son action permet au reste de son unité de prendre la tranchée. Mais dans les derniers instants de l'affrontement, elle est touchée en plein abdomen. Évacuée vers un poste médical de campagne, les chirurgiens se battent pendant des heures pour la sauver. Mais ses blessures internes sont trop graves. Alia Moldagulova meurt le 14 janvier 1944. Elle venait d'avoir 18 ans. Son dossier de service, clos ce jour-là, fait état de 78 ennemis abattus en moins de 5 mois de combat. Une des tireuses d'élite les plus redoutables de l'armée rouge, dont la carrière fut aussi brève que fulgurante. Dans l'immensité du front de l'Est, certaines morts étaient pires que d'autres. Pour les tireuses d'élite soviétiques capturées, la brutalité était une certitude. Mais le sort de Tatiana Baramzina allait dépasser tout ce qui avait été documenté. Son histoire n'est pas seulement celle d'une combattante, mais la preuve la plus crue d'une guerre qui avait aboli toute humanité. Tatiana Nikolaïevna Baramzina est née en 1919 dans la petite ville de Glazov. Elle grandit dans une famille qui croit en l'éducation et au service public. Diplômée en géographie, elle devient enseignante, un métier qui lui apprend à lire les cartes et à s'orienter sur le terrain. Ses compétences allèrent bientôt devenir une question de vie ou de mort. Lorsque l'opération Barbarossa déferle sur l'Union soviétique, Tatiana décide de s'engager. Elle suit une double formation, des cours du soir pour devenir infirmière de terrain et un entraînement de tireur d'élite. Sa coordination naturelle et sa connaissance de la topographie la distinguent immédiatement. Elle possède une aptitude rare pour calculer les distances et compenser le vent sous pression. En juin 1943, elle est acceptée dans une formation avancée. Pendant 5 mois, l'entraînement la transforme. Elle maîtrise le camouflage, les techniques d'infiltration et la survie en conditions extrêmes. Sur les champs de tir, ses résultats sont exceptionnels. 92% de précision sur des cibles mobiles à plus de 400 mètres. Fin 1943, elle est enfin prête. Elle rejoint le 250e régiment de fusiliers sur le 3e front biélorusse. Ses 3 premiers mois au combat se soldent par 16 victimes confirmées. Mi-1944, l'armée rouge lance l'opération Bagration, une offensive massive pour libérer la Biélorussie. Tatiana est assignée à une mission derrière les lignes ennemies, près du village de Pekelin. L'objectif est de sécuriser un point de passage stratégique avant l'arrivée du gros des troupes. Une nuit, son bataillon traverse une rivière à bord d'embarcations légères. L'ordre est simple, tenir la position pendant 24 heures. Le 4 juillet 1944, Tatiana et 47 autres soldats se déploient dans un secteur boisé. Toute la journée, son fusil résonne, abattant plusieurs soldats allemands et couvrant l'avancée de son escouade. Mais à la tombée du jour, l'unité a subi de lourdes pertes. Les blessés sont regroupés dans un abri de fortune, une simple grange abandonnée. Tatiana y applique sa formation d'infirmière. Sa double compétence, tireuse et soignante, est devenue vitale pour la survie du groupe. Elle choisit de rester auprès des blessés. À l'aube du 5 juillet, les Allemands lancent une contre-attaque massive. Des tirs de mortier et des grenades s'abattent sur leur position. Tatiana se saisit d'une mitrailleuse légère pour couvrir le flanc droit de l'abri, fauchant 3 ennemis qui tentèrent de s'approcher. Quand l'arme est mise hors d'usage, elle reprend son fusil. Il ne lui reste que 14 cartouches. Pendant plus de 2 heures, elle résiste seule face à des forces écrasantes. Sa dernière action connue est le lancement de 2 grenades vers une tranchée ennemie. L'explosion a été entendue à des kilomètres. Peu après midi, la position est finalement prise d'assaut. La plupart des défenseurs et des blessés soviétiques sont exécutés sur le champ. C'est une pratique courante dans les secteurs où les snipers ont infligé de lourdes pertes. Mais Tatiana, elle, est capturée vivante. Elle est emmenée à 400 mètres de là. Ce qui s'est passé ensuite défie l'entendement. Le lendemain, lorsque l'armée rouge reprend le secteur, une patrouille de reconnaissance découvre son corps. Le rapport médico-légal décrit une scène d'horreur absolue. Des coupures profondes au visage et au cou, faites à la baïonnette, des plaies à l'abdomen,
des fractures aux côtes et au bras droit, suggérant une torture méthodique. Mais la cause de la mort est encore plus effroyable. Son crâne a été entièrement détruit par un projectile de canon anti-char de 45 mm tiré délibérément à bout portant. La destruction physique est telle que seuls ses cheveux tressés et des fragments de son uniforme permettent de l'identifier. L'impact du canon anti-char est officiellement qualifié d'exécution délibérée, un acte de meurtre sans aucun précédent ni justification militaire. Son cas est immédiatement signalé pour une enquête spéciale. Le 18 juillet 1944, une demande urgente est envoyée pour lui décerner à titre posthume le titre de héros de l'Union soviétique. Le dossier contient les rapports de combat, les témoignages des survivants et les photographies médico-légales. Ces documents deviendront des preuves cruciales lors des futurs procès pour crimes de guerre, témoignant du sort systématiquement réservé aux prisonnières sur le front de l'Est. Dans l'ombre de l'histoire, certains noms résonnent plus fort que d'autres. Celui de Lyudmila Pavlichenko est devenu une légende, murmurée avec un mélange de crainte et d'admiration sur le front de l'Est. Avec 309 cibles confirmées, elle est entrée dans les annales comme la femme tireur d'élite la plus redoutable de l'armée rouge. Mais son histoire est bien plus que des statistiques, c'est celle d'une arme de propagande forgée au cœur des années les plus sombres du conflit. Née en 1916 en Ukraine, Lyudmila grandit à Kiev, une ville en pleine transformation industrielle. Dès l'âge de 14 ans, elle découvre sa vocation dans un club de tir paramilitaire, l'une de ces organisations soviétiques conçues pour préparer les civils aux réalités de la guerre. Pendant 7 ans, elle s'entraîne sans relâche, participe à des compétitions régionales et maîtrise des techniques de précision que la plupart des soldats mettront des années à apprendre. Elle ignorait encore que ce talent allait définir sa vie. En 1937, elle entame des études d'histoire à l'université de Kiev. Cette formation académique, axée sur la stratégie et l'analyse de conflits, affûte son esprit autant que ses entraînements avaient affûté son œil. Lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique en 1941, Lyudmila n'hésite pas. Elle se présente volontairement à un bureau de recrutement, mais on lui propose un poste d'infirmière. Elle insiste. Pour la tester, des officiers sceptiques lui demandent de tirer à 400 mètres. Ces tirs se groupent dans un cercle de moins de 5 cm. Le doute n'était plus permis. Elle est immédiatement affectée à la 25e division d'infanterie, sans formation militaire supplémentaire. Sa préparation civile était si complète qu'elle n'en avait pas besoin. Son baptême du feu a lieu sur le front d'Odessa, dans le chaos des combats urbains. Pendant 70 jours, au milieu des ruines et des rues éventrées, elle opère avec une patience mortelle. Chaque cible éliminée est scrupuleusement vérifiée par un observateur. Le bilan est glaçant. 187 ennemis abattus, dont 36 tireurs d'élite allemands et roumains. Elle pouvait rester immobile des heures, attendant le moment parfait. En octobre 1941, les forces soviétiques évacuent Odessa et se replient sur Sébastopol, en Crimée. C'est là que commence la phase la plus brutale de sa carrière. Le siège de la ville se transforme en une guerre de tranchées, de tunnels et de positions fortifiées où chaque mètre se gagne dans le sang. Lyudmila adapte sa technique, utilisant les décombres pour se dissimuler des jours entiers et perfectionnant le tir depuis des grottes ou des souterrains. Elle commence aussi à utiliser un fusil semi-automatique Tokarev SVT-40, plus rapide pour les combats rapprochés. Ces duels avec les snipers allemands pouvaient durer des jours, un jeu mortel d'observation et de calcul. Entre décembre 1941 et février 1942, elle ajoute 72 noms à sa liste. Promue lieutenant, elle est chargée de former d'autres tireurs, transmettant son savoir-faire sur le terrain. Fin mai, son compteur officiel atteint 309. Mais sa carrière au combat allait s'arrêter net. Le 2 juin 1942, un éclat d'obus de mortier la blesse grièvement. Évacuée, elle se remet physiquement, mais le haut commandement a d'autres plans pour elle. Son histoire et son palmarès faisaient d'elle un symbole trop puissant pour risquer de le perdre. Lyudmila Pavlichenko était devenue plus utile vivante, comme icône de la résistance soviétique que comme soldat sur le front.
En août 1942, elle est envoyée en Amérique du Nord au sein d'une délégation soviétique. L'objectif est clair, convaincre les Alliés d'ouvrir un second front en Europe. À Washington, elle est reçue à la Maison-Blanche par le président Franklin Roosevelt, un événement sans précédent pour une combattante soviétique. Dans son uniforme impeccable, couvert de médailles, elle captive l'attention des médias américains. Son message est direct, factuel, sans jamais verser dans l'émotion. Elle décrit la réalité du front et l'urgence de l'aide alliée. Sa tournée l'amène au Canada et au Royaume-Uni, où elle échange avec des officiers et visite des usines d'armement. En cadeau, elle reçoit une carabine Winchester américaine, symbole de la reconnaissance internationale de son expertise. Cette arme est aujourd'hui exposée au Musée central des forces armées à Moscou. À son retour en Union soviétique, elle est accueillie en héroïne. Le titre de héros de l'Union soviétique lui est décerné, la plus haute distinction du pays. Son dossier militaire est scellé avec le chiffre final de 309 victimes, un bilan vérifié, sans aucune inflation de propagande. Elle ne retournera plus jamais au combat. Jusqu'en 1953, elle servira comme instructrice à l'école centrale des tireurs d'élite, formant une nouvelle génération à l'art silencieux et mortel qu'elle avait si bien maîtrisé. Dans les rues éventrées de Berlin, le silence n'existait plus. Seul le crépitement des tirs et le grondement lointain de l'artillerie rythmèrent les dernières heures du Reich. Au milieu de ce chaos, une jeune femme de 19 ans coordonnait les tirs de plus de 100 tireuses d'élite. Son nom était Nina Lobkovskaya. Son parcours illustre la redoutable efficacité du programme soviétique de snipers féminins. Une adolescente transformée en chef de guerre, capable de diriger des opérations complexes sur le théâtre le plus violent de l'histoire. Née en 1925, au cœur de la Sibérie occidentale, Nina avait grandi dans une famille brisée par les purges staliniennes. L'arrestation de son père en 1937 les avait marqués du sceau infamant d'ennemi du peuple. Cette tragédie précoce lui forgea une volonté de fer. En 1941, alors que l'invasion allemande déferlait sur l'Union soviétique, Nina, à peine âgée de 16 ans, se porta volontaire. Mais ce n'est qu'en 1942, à ses 17 ans, qu'elle fut enfin admise à l'académie spécialisée de Podolsk, près de Moscou. Sa formation se déroula durant l'hiver glacial de 1942-1943, dans des conditions qui ne laissaient aucune chance à celles qui manquaient d'une résistance hors du commun. Les archives militaires russes confirment qu'elle surpassa toutes les épreuves de tir, se classant parmi les 5% les meilleurs de sa promotion. Mais ce n'était pas seulement sa précision au fusil qui la distinguait, c'était son instinct pour le commandement. Lors des exercices, elle démontrait une aptitude naturelle à coordonner des équipes, à lire le terrain et à prendre des décisions sous le feu. Elle était née pour diriger. À sa sortie de l'académie, elle fut nommée commandante d'un peloton entièrement féminin. 108 tireuses d'élite. L'unité fut intégrée à la 3e armée de choc, une formation spécialisée dans l'assaut des villes fortifiées. À 18 ans, Nina était déjà à la tête d'une centaine de femmes. Une responsabilité extraordinaire, même pour une armée où les pertes forçaient à promouvoir très jeunes. La doctrine soviétique donnait aux snipers un rôle stratégique en combat urbain. Ils devaient s'infiltrer en avant-garde, s'installer dans les ruines et couvrir la progression de l'infanterie. Les femmes sous les ordres de Nina étaient formées pour neutraliser les observateurs, les artilleurs et les tireurs ennemis dissimulés dans le paysage de désolation. Leur première grande épreuve arriva vite. Entre janvier et février 1945, durant l'offensive Vistule-Oder, son peloton joua un rôle décisif. Les tireuses sécurisèrent les traversées de rivières et éliminèrent les postes d'observation allemands qui freinaient l'avancée soviétique. Les rapports de la 3e armée de choc leur attribuent 47 ennemis abattus dans la seule banlieue de Koustrin. Coordonner 108 snipers en pleine bataille exigeait un talent d'organisation exceptionnel. Nina mit au point un système de communication par signaux pour concentrer les tirs sans jamais révéler les positions de ses femmes. Elle imposait une rotation constante des postes, utilisait des tirs de diversion et des techniques d'infiltration qui leur permettaient de s'établir en plein territoire ennemi. Le point culminant de sa carrière fut l'offensive finale sur Berlin en avril 1945.
Les combats dans la capitale du Reich étaient l'épreuve ultime, une guérilla urbaine acharnée où chaque mètre se gagnait dans le sang. Nina et son peloton furent déployés avec une mission précise, nettoyer les secteurs déjà conquis des tireurs allemands laissés en arrière. Une chasse à l'homme qui demandait une patience d'acier. Dans le quartier de Kreuzberg, son unité neutralisa 14 tireurs ennemis en 3 jours d'opération continue. Nina dirigeait les actions depuis un poste de commandement improvisé, guidant les tirs coordonnés vers des cibles dans le parc du Tiergarten. Au fil des ans, elle avait appris à lire le champ de bataille urbain, à repérer un rideau qui bouge, le reflet d'une lunette ou la fumée d'une cigarette. Elle était devenue une prédatrice. Entre le 28 avril et le 2 mai, lors des derniers combats autour du Reichstag, son peloton participa directement à la suppression des nids de snipers allemands. Ces femmes fournirent une couverture mortelle qui permit aux unités d'assaut d'approcher du bâtiment sans subir de pertes excessives. Elles n'ont pas planté le drapeau, mais elles ont rendu cet instant possible. Le tableau de chasse officiel de Nina Lobkovskaya s'élève à 89 ennemis abattus, un chiffre vérifié et archivé par le ministère de la Défense en 1946. Elle utilisait principalement un fusil à lunettes standard, mais adopta vers la fin de la guerre le fusil semi-automatique Tokarev SVT-40, plus adapté aux tirs rapides en combat urbain. Sa règle de survie était simple, ne jamais tirer plus de 2 fois depuis le même endroit. Après la capitulation allemande, Nina fut décorée de l'Ordre de l'Étoile rouge et de l'Ordre de la guerre patriotique. Contrairement à d'autres héroïnes soviétiques, elle ne devint pas une figure de propagande. Elle poursuivit sa carrière dans l'armée rouge, formant les nouvelles générations de snipers jusqu'à sa retraite dans les années 60. Son histoire resta longtemps dans l'ombre, comme les positions qu'elle choisissait pour frapper.